Donc, bismillah, alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, jama'a. Donc, bonsoir tout le monde. Encore, c'est avec un plaisir de se retrouver pour une autre session sur le webinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fédération algérienne de basketball et au nom de tous les arbitres algériens. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, cette séance, Inch'Allah, ça va être un sujet qui parle de la position et la responsabilité des arbitres. Mais attention, les jeunes, sur ce thème, on ne va pas toucher les rotations ou bien les transactions ou bien les switches et les sifflets des fautes, etc., la communication de table de marque. Uniquement les positions et les zones de responsabilité des arbitres. Dans ce cas, il a déjà fait un petit aperçu, notre ami Samir Abakir, concernant les rotations et les transitions. Mais Inch'Allah, il va avoir une autre séance plus détaillée sur ce sujet. Dans ce cas, on va travailler uniquement les positions de base, les positions basiques de TPO. Et après ça, Inch'Allah, voici de notre session de détailler tout ce qui est rotation, transition, switch, etc., reporting. Alors, dans ce cas, le sommaire d'aujourd'hui, il y a juste, on a fait tout ce qu'il faut. Donc, la position standard des arbitres, la position standard des arbitres sur le terrain, aussi la position et zone d'activité ou de responsabilité, c'est la zone, c'est le gros du sujet, c'est la position et zone d'activité ou de responsabilité, et bien sûr la conclusion. Alors, concernant l'introduction, ça parle aussi bien sûr de la mécanique, parce que la position, la responsabilité des zones, ça c'est toujours ça parle de la mécanique. Bon, la mécanique, comme on le sait, tout le monde, c'est un système conçu comme méthode d'application pratique destinée aux arbitres afin de quoi? Afin de faciliter la tâche sur l'arbitre sur le terrain et de prendre des positions bien claires, bien déterminées, et tout ça pour que ces arbitres assument la responsabilité pour chacun dans sa zone, et aussi de manière à devoir ou bien de pouvoir juger correctement les infractions en règle, lorsqu'on dit infraction, faute et violation, etc. Donc, à travers ces positions que l'arbitre, il va développer sa vision vis-à-vis du jeu, etc. Alors, on va commencer par quelques termes, c'est-à-dire basiques concernant pour comprendre bien quelques terminologies, parce qu'au long de cet exposé, on va les répéter. Alors, on a le strong side, le côté fort. Le côté fort, c'est le côté du terrain où se trouvent deux arbitres. C'est l'arbitre de queue, l'arbitre de tête. À chaque fois, lorsqu'on parle du strong side, le côté fort du terrain, le demi-terrain, on parle toujours de l'arbitre de tête et l'arbitre de queue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le strong side, il doit avoir deux arbitres. À l'inverse, le weak side, ou bien le côté faible, c'est l'autre arbitre. C'est ça, le center, c'est du côté du terrain où se trouve l'arbitre du centre. Dans ce cas, le strong side, on a dit deux arbitres tête et queue. Et le weak side, le côté faible, c'est l'arbitre center. Côté ballon, le côté ball side, c'est le côté du terrain du jeu où se trouve le ballon. Et ça, quand le terrain est divisé en deux lignes imaginaires du panier jusqu'au panier, là où il se trouve le ballon, on appelle ça le côté fort du ballon, le ball side. Côté help, ou le côté aide, c'est le côté opposé de l'endroit où se trouve la balle. Si la balle est sur le côté gauche, donc le help, c'est le côté droit et vice-versa. Côté table, ça va se répéter pendant justement l'exposé. C'est le côté où se trouve la table de marque. Donc, côté table side, c'est le côté où se trouve la table de marque. L'inverse, le côté opposé ou l'opposite side, c'est le côté du terrain de jeu le plus loin, ou bien l'opposé de la table de marque, comme vous voyez sur cette image. Donc, tout ça, c'est des termes qu'on doit utiliser pendant tout cet exposé. Alors, j'aimerais bien toujours donner ce rappel à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que le pouvoir des arbitres, les jeunes, commence lorsqu'ils arrivent sur le terrain de jeu 20 minutes avant le début de la rencontre. C'est-à-dire l'intervalle d'avant-jeu. Dès qu'il y a les 20 minutes avant le début de la rencontre, là, les pouvoirs de l'arbitre commencent. N'oublie jamais ça. Okay, c'est-à-dire que l'arbitre peut décider, dès que les 20 minutes avant le début de la rencontre, ce qu'on appelle l'intervalle d'avant-match, dans ce cas, le pouvoir des arbitres commence. Maintenant, la position standard sur le terrain, bien sûr, avant le début de la rencontre, on est dans l'intervalle des 20 minutes, on est sur le terrain, c'est-à-dire que la position, elle est là. Les trois arbitres doivent se placer face
à la table de marque, le côté opposé, la ligne de touche du côté opposé de la table de marque. Et ça, c'est avant le début de la rencontre, le premier carton, le début de la rencontre, et avant la deuxième mi-temps, c'est-à-dire le début du troisième carton. Dans ce cas, cette position, elle est primordiale pour les arbitres. Et vous savez, le crew chef il se met en milieu, donc l'Empire 1 il se met à sa gauche et l'Empire 2 se met à sa droite. Et les deux sur le côté, ils suivent bien sûr l'échauffement des deux équipes. Comme on l'a dit, l'intervalle, on peut sanctionner des techniques, on peut sanctionner des fautes antisportives, etc. C'est que le pouvoir des arbitres a déjà commencé. Donc ça, c'est la position standard avant le début du match. Donc on aimerait bien que les 20 minutes, les arbitres se passent de cette manière et non pas près de la table de marque et discuter avec la table de gauche à droite des sujets qui n'ont rien à voir. Dans ce cas, classe, le briefing, vous l'avez fait avant de monter sur le terrain, mais dès que les 20 minutes arrivent, l'intervalle commence, cette position, elle est primordiale pour les arbitres. Maintenant, la position pour l'échauffement. Ça aussi, c'est bien déterminé au niveau de la mécanique de l'arbitrage, par le document, c'est-à-dire qu'un arbitre toujours doit observer l'échauffement des équipes. Et les autres, ils s'échauffent sur l'extérieur du terrain, en échangeant, en faisant des mouvements, bien sûr, les étirements, assouplissements, etc., des démarrages, etc. À chaque fois, on change de position. À chaque fois, le plus important qu'un arbitre surveille les deux équipes pendant l'échauffement, les deux autres s'échauffent et on fait la rotation des positions entre les trois arbitres. Dans ce cas, ça ne veut pas dire que les 20 minutes, on va rester immobile et on va uniquement l'échauffement. Là, les arbitres doivent faire l'échauffement, ils doivent faire des étirements, des assouplissements, des petits démarrages de gauche à droite, des vitesses sur 2-3 mètres, etc. Mais le plus important, surveille l'échauffement des équipes et les autres aussi, tout en s'échauffement, on peut regarder ce qui se passe aussi sur le terrain. OK, les jeunes. Mais le plus important, c'est cette position. On ne peut pas s'échauffer à 3 sur la même ligne. Le plus important, 2 s'échauffent et 1 reste pour surveiller les deux équipes et les autres. Et à chaque fois, on fait la rotation entre les 3 arbitres. Maintenant, la position des arbitres lors de l'entre-deux début de rencontre. Comme on le sait toujours, tout le monde, il n'y a qu'un seul entre-deux début de rencontre. Ça, c'est aussi la position standard des arbitres lors du commencement de la rencontre ou de l'entre-deux. Le crew chef, c'est normal, c'est lui qui effectue l'entre-deux. L'Empire 1 se trouve près de la ligne médiane côté table de marque. Donc, vous regardez la photo, le curseur d'y aller. Donc, elle est là, sa position près de la table de marque, afin de pouvoir, bien sûr, siffler des violations ou bien des fautes potentielles des deux sauteurs. Aussi, l'Empire 2, il se place au côté opposé de la table de marque, du côté gauche de la table de marque, et aussi, à lui de surveiller aussi les autres 8 joueurs et leur automatiquement s'il y a d'éventuelles violations ou bien aussi d'éventuelles fautes. Donc, voilà la position standard dès le début de la rencontre des 3 arbitres lors de l'entre-deux. Maintenant, les responsabilités concernant cette situation d'entre-deux. Chacun a sa responsabilité. Bien sûr, le crew chef est responsable du lancer fait de l'entre-deux. C'est lui qui jette la balle à un certain point culminant, de ne pas mettre le sifflet. Il doit voir est-ce que tout le monde est prêt, est-ce que tout le monde est placé à sa place adjacente, un adversaire, puis l'autre, équipe A, équipe B, etc. Et aussi, il doit attendre le signal de son collègue Empire 1 pour l'informer que la table de marque aussi, ils sont prêts. Dès que tout le monde est prêt, là, le devoir, la responsabilité de l'arbitre le crew chef, c'est de lancer le ballon à un certain point culminant qui ne doit pas être appelé par les deux sauteurs. Ça, c'est sa responsabilité. Mais attention, ne jamais mettre le sifflet dans sa bouche. Donc, l'Empire 1, qui est placé à côté, près de la table de marque, sa responsabilité, bien sûr, c'est de siffler toute violation ou bien mauvais lancer du ballon pour refaire l'entre-deux. Parce que pourquoi, en général, les statistiques ils ont prouvé que la majorité des violations sifflées par les arbitres lors de l'entre-deux, c'est le mauvais jet ou le mauvais lancer du crew chef lors de l'entre-deux. C'est pour ça que le lancer aussi de l'entre-deux, il faut le travailler, il faut s'entraîner à faire ça. C'est pas quelque chose de minable ou là, mais au contraire, il faut s'habituer à avoir un bon lancer pour éviter toute mauvaise éventualité, c'est-à-dire que lorsqu'on jette la balle, on lance la balle vers le haut convenablement. Donc, s'il y a violation, bien sûr, c'est l'un des sauteurs qui commet la violation et la responsabilité n'incombe pas au crew chef. Dans ce cas, les jeunes, c'est pas
c'est pas sorcier, il faut le travailler. Vous trouvez, vous mettez sur le terrain un point bien déterminé, lancer la balle doit tomber sur le point, etc. Il y a plusieurs méthodes sont données pour lancer du ballon. Parce que les statistiques, elles ont prouvé que la plupart des violations, elles sont issues du mauvais lancer du crew-chef lors de lancer du ballon. Bien sûr, toujours les responsabilités de l'umpire one, c'est une fois que la balle est touchée légalement par l'un des sauteurs, c'est-à-dire qu'elle a atteint son point culminant, il a touché la balle, donc c'est une action légale. Là, il va faire le signal du coup près pour informer le chronométreur de démarrer son chronomètre de jeu. Et pas les 24 secondes. Hein. Il n'y a pas de contrôle, il y a dans ce cas uniquement le chronomètre de jeu qui va démarrer. Donc, il est déjà stationnaire arrêt chrono. Dès que la balle est touchée légalement par l'un des sauteurs, hop, il informe le marqueur, pardon, le chronomètre de déclencher son chronomètre de jeu. L'Empire 2, bien sûr, sa responsabilité, c'est de surveiller les 8 autres sauteurs, les autres joueurs qui sont autour du cercle central. Il doit les surveiller, bien sûr, à l'affût d'une violation ou bien des fautes. Il faut qu'il intervienne. Il n'hésite pas. S'il y a quelque chose, il doit intervenir, il doit siffler. C'est pour ça que l'arbitre, le crew-chef ne met pas son sifflet. Et là, de ses collègues qui peuvent intervenir, l'un sur les 2 sauteurs pour éventuelle violation là, et l'autre pour les 8 autres joueurs. Maintenant, au début de la rencontre, le jeu va vers la droite. Alors, les jeunes, ça c'est important parce que des fois, il y a au niveau de la mécanique, surtout pourquoi j'ai fait entrer ce sujet, parce qu'éventuellement, lors de la reprise, ça va être de l'arbitrage à droite. C'est ce que j'ai proposé et j'espère qu'ils vont marcher derrière. Dans ce cas, lorsque le jeu va vers la droite, donc vous regardez cette image-là, c'est-à-dire que l'Umpire One devient bien sûr arbitre de tête parce qu'il est tout près, c'est-à-dire qu'il va couper une certaine distance, il va couper directement, il va se placer côté table de marque. Donc il est là, il devient comme étant arbitre de tête. L'Umpire 2 devient arbitre center. Donc sans s'opposer de la table de marque, il est là, dans ce cas il va se placer center. Et bien sûr, le dernier qui va bouger, va se placer, c'est bien sûr l'arbitre, le crew-chef qui va devenir arbitre de queue. Donc une fois que l'Umpire 1 se déplace dans sa position future comme arbitre de tête côté table de marque, l'Umpire 2, il va se placer comme étant center au niveau face à côté opposé de la table de marque. Automatiquement, le dernier qui va bouger va prendre sa position, c'est bien sûr le crew-chef. Après avoir vu ses collègues qui sont bien, ils sont placés chacun à sa position initiale, automatiquement le crew-chef, il va devenir comme étant arbitre de queue. Maintenant, lorsque le jeu va vers la gauche, ok, c'est le même principe pratiquement, mais les rôles vont changer uniquement de Umpire 1 et Umpire 2. Donc Umpire 1, bien sûr, devient l'arbitre centre. Tout simplement, il est tout près de cette position, donc il va se placer aussi à centre, côté table de marque. Bien sûr, l'Umpire 2 devient arbitre de tête, côté opposé de la table de marque. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois, l'arbitre, le crew-chef, après avoir lancé son ballon, quelle que soit la direction, que ce soit du côté droit ou bien du côté gauche, il va toujours devenir comme étant l'arbitre de queue. OK, mais son déplacement, il fait après que ses deux collègues, ils sont bien placés, donc il va se mettre côté opposé de la table de marque en qualité d'arbitre de queue. Donc voilà, lorsqu'il y a l'entre-deux qui est bien fait, qui a la balle bien lancée, bien touchée par les joueurs, donc si la balle va du côté droit, on a expliqué, celle part du côté gauche, donc c'est cette manière. Alors maintenant, le début des cartons, que ce soit le deuxième ou bien le troisième carton ou le quatrième carton, quelle est le positionnement des arbitres? OK. Alors, positionnement des arbitres, le crew-chef effectue la remise en jeu. Il devient toujours l'arbitre de queue. Dans ce cas, il se place face à la table de marque, à cheval. Dans ce cas, il est là, il va faire la remise en jeu. Il devient automatiquement arbitre de queue. Umpire 1, il se place aux côtés de la table de marque comme étant arbitre center. OK, donc plutôt se place position arbitre de tête côté opposé de la table de marque. Umpire 2, c'est lui qui va se placer côté table de marque et devient arbitre center. Donc la position indique les deuxième carton, troisième carton, quatrième carton, elle est toujours de cette manière, même si elle est de l'autre direction. OK, mais ça c'est une chose que le crew-chef, il est le responsable de la remise en jeu du côté opposé de la table de marque. À chaque fois, le début du deuxième carton, du troisième carton, et du quatrième carton, c'est sa responsabilité de faire la remise en jeu. Et les autres, chacun va se placer dans sa position comme étant arbitre de tête et l'autre collègue comme étant arbitre de queue. Dans ce cas, lorsqu'il y a chaque carton,
par le premier carton qui est fait par l'entre-deux, et éventuellement d'autres s'il y a des prolongations. Donc voilà la position de base, la position initiale des 3 arbitres sur le terrain lors des commencements du deuxième, troisième et quatrième carton, éventuellement s'il y a des prolongations. Maintenant, la zone de couverture. Il existe exactement 3 positions de base dans la mécanique à 3. Et ça, c'est la mécanique, ces positions de base, on doit les avoir dans notre tête. C'est-à-dire, quelle est ma position lorsque ma couverture lorsque je suis arbitre de tête, quelle est ma couverture lorsque je suis arbitre du center, et aussi quelle est ma couverture lorsque je suis arbitre de queue. Alors, suivant les dessins, suivant les couleurs aussi, dans la couleur verte, dans ce cas, c'est l'arbitre de queue, qui est dans le terrain, donc sa position, elle est là, dans le terrain, non pas à l'extérieur, normalement près de la ligne médiane, près des bancs d'équipe aussi, face au panier avec un angle de 45 degrés. C'est sa position, tout ce vert, c'est sa couverture principale. Donc tout ce qui est de couleur verte sur la figurine, c'est sa responsabilité principale. Donc il est là dans le terrain. Et attention, la position angle à 45 degrés, ça c'est dans le cas de l'IoT. Deux, c'est-à-dire que Lion bleu, c'est l'arbitre de tête. L'arbitre de tête est en dehors du terrain, à l'inverse des autres arbitres, il est en dehors du terrain, derrière la ligne de fond, donc son activité principale est derrière la ligne de fond, des deux côtés du panier, ça dépend de quel côté, face au panier avec toujours même lui, avec un open angle de 45 degrés. Aussi, l'arbitre center, il est là, sur le terrain, comme l'arbitre de queue, à la hauteur de la ligne des 3 points, à la ligne de lancer franc, carrément à l'autre de la lancer franc prolongé, face au cercle des lancers francs. Il est là à sa position, à la hauteur de la ligne des lancers francs. Il se met directement face au terrain, face au cercle central. Dans ce cas, voilà sa zone de couverture principale. Donc, sur la première image, regardez bien mon curseur, c'est lorsque la position de l'arbitre de tête qui est près de la table de marque. L'arbitre de tête est là, il est près de la table de marque. Voilà les zones de couverture des 3 arbitres. La deuxième image, c'est l'inverse, lorsque l'arbitre de tête se place côté opposé de la table de marque. Voilà les couvertures de chaque arbitre sur le texte, soit arbitre de tête, ou bien arbitre de queue, ou bien arbitre center. Donc voilà les positions de base lors de la mécanique de l'arbitrage à 3. Donc on a dit qu'il y a 3 positions, et c'est ça les 3 positions. Chacun avec sa responsabilité bien déterminée et bien clarifiée dans cette situation. Bon, on le sait bien sûr que la zone la plus petite, c'est celle de l'arbitre de tête. Donc la zone de couverture la plus petite est celle bien sûr de l'arbitre de tête. Mais attention, les gens, les analyses montrent clairement que c'est pour ton arbitre de tête, celui qui a une zone d'activité très réduite, il siffle des fautes, entre 50 à 60% des fautes sifflées, c'est dans ce côté. Ce qu'on appelle aussi la zone d'action, bien base station. C'est-à-dire pourquoi? C'est la zone Hali, dans cette zone que l'action de basket se termine. L'équipe A attaque pour marquer le panier, donc elle a un certain objectif d'atteindre le panier. L'équipe B, elle défend, elle a son objectif, soit c'est de défendre son panier. C'est-à-dire, pratiquement, on arrive des fois où tous les 10 joueurs, ils sont dans cette zone. Dans ce cas, parce que là, c'est la fin du terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un espace où les joueurs peuvent s'écarter. C'est-à-dire qu'il y a un angle après à chaque fois lorsqu'on arrive au panier, l'angle est ici. Donc, automatiquement, il va y avoir un nombre important de joueurs, que ce soit au niveau des rebonds ou la dépasse intérieure ou là. Dans ce cas, c'est pour ça que dans cette zone, même si elle est vraiment réduite, on regarde, que ce soit du côté table de marque ou là, loin de la table de marque, on regarde si sa position elle est vraiment limitée, mais les statistiques ont prouvé que entre 50 et 60% des fautes sont sifflées dans cette zone. Lorsque la balle vient de ce côté fort, l'arbitre de tête. Elle est réduite si on compare ça par rapport à l'arbitre de tête. Avec la zone de couverture en couleur verte, et l'arbitre center avec cette couleur, donc la zone elle est très importante, elle est plus large par rapport à celle de l'arbitre de tête, mais les statistiques ont prouvé que c'est celui qui a la petite superficie ou la petite zone de couverture, que c'est l'arbitre de tête qui siffle entre 50 à 60% de fautes sur cette zone. Alors, le principe aussi dit que si les arbitres, c'est-à-dire les 3 arbitres couvrent leur zone de responsabilité principale, de responsabilité première, primaire et coverage, il n'y a théoriquement pas besoin de couverture secondaire et coverage. C'est-à-dire, c'est la théorie, c'est la partie qui est l'idéal. Si chaque arbitre respecte sa zone, on n'aura pas besoin
pour intervenir, pour aider notre collègue si elle a besoin de mon aide, la deuxième zone secondaire. Mais attention, comme l'a dit Delaf of dernier cours, je dois être à 100% pour siffler une faute dans sa zone. OK. Et mon aide, s'il est utile, je peux intervenir, mais attention si je suis à 100%. Mais si tout le monde respecte sa zone, il n'aura pas besoin de mon aide. Il va siffler la violation, bien la faute dans sa zone de couverture, il va la siffler, il va la voir bien. OK. Dans ce cas, si chaque arbitre respecte sa zone de couverture initiale, c'est-à-dire que normalement, il ne va pas y avoir de couverture secondaire. Secondary coverage. Chacun est responsable de sa zone, chacun fait bien son travail, chacun siffle dans sa zone. Dans ce cas, on n'aura pas besoin de l'aide ni de gauche ni de droite. Maintenant, zone de couverture des lignes par les arbitres, les sorties de balles, les violations, etc. Chacun a sa responsabilité. C'est qu'on ne peut pas, par exemple, là, je suis arbitre de queue, je siffle une sortie de balle au niveau de l'arbitre center. Ce n'est pas logique. Donc, chacun a sa responsabilité, elle est bien déterminée, elle est bien claire. Concernant l'arbitre de tête, dans ce cas, l'arbitre de tête, il est responsable de la ligne de fond. Tout ce qui se passe sur la ligne de fond, il est responsable. Donc, on regarde l'image, l'arbitre de tête, lead. Donc, sa position, sa responsabilité, elle est là. Toute sortie de balle, toute violation de toucher de ligne, là, c'est lui le premier responsable. On ne peut pas imaginer un des autres arbitres va siffler dans sa place. En cas où il n'a pas vu l'action, bien sûr, il y a le contact visuel, il y a l'entraide des arbitres, ça ne pose pas de problème, surtout au niveau des sorties de balle. Mais le premier et le dernier responsable dans sa zone, c'est la ligne de fond, c'est lui le premier et le dernier responsable. Maintenant, l'arbitre de queue, tout dépend de sa position. S'il est du côté opposé de la table de marque, s'il est côté table de marque. Donc, l'arbitre de queue est responsable des lignes de touche se trouvant de son côté. Ça dépend de quel endroit il est. Soit il est opposé de la table de marque, soit il est côté table. Dans ce cas, et la ligne médiane. Dans ce cas, l'arbitre de queue, on suppose qu'il est côté opposé de la table de marque. Donc, il est responsable de la ligne médiane et bien sûr, il est responsable de la ligne de touche à son côté, à sa droite. Dans ce cas, voilà les délimitations de l'arbitre de queue qui sont en vert. C'est ça, sa responsabilité principale. Automatiquement, il nous reste une ligne, c'est l'autre côté table. C'est bien sûr l'arbitre central qui est responsable de la ligne de son côté. OK, mais tout dépend, comme je l'ai dit, de la position. L'arbitre de tête, quelle que soit sa position, que soit l'arbitre opposé table de marque ou bien côté table de marque, il a toujours la ligne de fond. OK. Maintenant, si l'arbitre de queue, il est opposé à la table de marque, côté opposé, donc il a la ligne de touche à droite, sa droite et la ligne, comment dirais-je, médiane, c'est toujours sa responsabilité. Le center, c'est la ligne qui est à sa gauche ou bien à côté de lui. Donc, si c'est l'inverse, dans ce cas, si l'arbitre de tête, de queue, il est près de la table de marque, il a cette ligne côté gauche et la ligne médiane toujours. Donc, voilà la responsabilité de chacun des lignes. Donc, chacun a sa position, chacun a sa responsabilité concernant les lignes de touche par les arbitres. Voilà, dans ce cas, c'est le rouge que l'arbitre center. Maintenant, position et zone de travail des arbitres concernant l'arbitre de queue. On va essayer de faire un petit détail de chaque arbitre et sa responsabilité. L'arbitre de queue, elle est là, sa responsabilité. Comme vous voyez sur l'image, donc sa zone de travail se trouve entre la ligne de zone de bande d'équipe, supposons là la zone de bande d'équipe, et bien sûr la ligne médiane. Donc s'il est de ce côté opposé de la table de marque, voilà ce qui est en vert, c'est sa responsabilité. Si côté table, dans ce cas, voilà la responsabilité, pareil aussi des bandes d'équipe. Dans ce cas, il est pratiquement au niveau de la ligne médiane, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est à l'intérieur du terrain avec un open angle de 45 degrés. Donc, il garde la distance, bien sûr, adéquate par rapport au joueur. Chaque fois, comme on l'a dit, la mécanique à longue vision. Donc, la position toujours doit être à une position éloignée du joueur pour avoir un bon angle de vision. Comme on a dit, si on est tout près, donc là, notre image, elle est vraiment réduite, elle est floue. Et puis, même le mouvement des joueurs ici, on le sent comme si il travaille rapidement. Donc, il prend une certaine position derrière les joueurs. Et aussi, il doit avoir un esprit actif pour lire le mouvement des prochaines actions qui se déroulent à sa proximité. Dans ce cas, il est là, il observe, mais attention, donc, tous les trois arbitres ils vont avoir l'esprit actif pour lire la prochaine situation de jeu. C'est pour ça que c'est important que l'arbitre connaisse aussi
la technique du basketball, le jeu du basketball en général, à quel moment il va bouger le joueur, à quel moment il va faire une passe, à quel moment il va dribbler, etc. Ça, on peut lire et anticiper l'action qui va venir. Donc, c'est pour ça que ce joueur travaille toujours, comme on a dit, dans le terrain, et il est toujours derrière l'action. OK, il y a l'action, il ne va pas se placer devant ou là après, mais toujours derrière l'action. Lorsqu'elle se déroule devant lui, dans ce cas, c'est lui qui chapeaute pratiquement, il a dans le champ de vision pratiquement tout le demi-terrain. Mais son activité principale, elle est à chaque fois derrière l'action. Et bien sûr, le placement dialogue, ça au niveau de la mécanique ilioté, de l'action, près, angle, opposite side, etc. Donc, on va l'avoir. Le plus important, voilà la zone d'activité, voilà la zone de position de l'arbitre de queue, que ce soit du côté opposé de la table de marque ou bien côté table de marque. Maintenant, position et zone de travail de l'arbitre de queue. On regarde, c'est comment il réagit après une action, surtout lorsqu'il y a un porteur du ballon, ou ce qu'on appelle le dribbleur. Donc, à chaque fois qu'il y a un dribbleur est positionné devant lui, automatiquement, il ne va pas se mettre, il va pas se mettre derrière les deux joueurs. Donc, il va rien va se passer ce qui se passe entre les deux joueurs, l'attaquant, le défenseur et le ballon. OK? Dans ce cas, il doit évaluer d'abord la direction du dribbleur. En tant que basketteur, je suis devenu arbitre, je peux deviner si le dribble main droite, ben, c'est un pourcentage très, très élevé, il va passer du côté droit. Quoi qu'il peut faire le pivot de renversement. S'il dribble côté gauche aussi, et je pense qu'il va, et je vais anticiper le sens opposé de son déplacement. Aussi, je peux lire à quel moment s'il est vraiment bien pressé par la défense, s'il va faire passe, s'il va shooter, etc. Moi, donc je dois d'abord anticiper le côté du déplacement. Je dois lire. Donc c'est pour ça qu'il est important, comme on l'a dit, dans l'arbitrage moderne, que l'arbitre doit connaître aussi les systèmes de jeu et les systèmes techniques individuels d'un basketteur, ils sont très importants. Donc s'il dit main droite, 90% il va se placer du côté droit, même s'il fait un pivot de renversement. Donc ça, je sais ce que c'est qu'un pivot de renversement, donc il va changer de direction, moi je vais aller au sens opposé. OK, c'est à quel moment il va faire passe, à quel moment s'il est pressé, et il va lâcher la balle, ou bien il va shooter ou là, dans ce cas-là, je dois lire le jeu. OK, donc si le dribbleur se déplace dans une direction, si par exemple le dribbleur choisit de se déplacer du côté droit, automatiquement l'arbitre de queue doit changer. Là, il va prendre une direction opposée à celle du dribbleur. Donc, s'il se déplace dans ce cas, s'il se déplace d'un côté, l'arbitre de queue doit se déplacer de l'autre côté, ce qu'on appelle, il va faire un cross-step dans la direction opposée du joueur, ce qu'on appelle le cross-step de l'arbitre de queue. Et ça, dans quel but il va faire un cross-step? C'est toujours bien pour garder toujours l'angle et arbitrer le box et surtout d'arbitrer toujours la défense. Priorité à arbitrer la défense. Dans ce cas, s'il passe d'un côté, il va se déplacer de l'autre côté. Bien sûr, une fois l'action se termine, OK, qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre de queue? Automatiquement, il va revenir dans sa position initiale et habituelle de son travail. Dans ce cas, une fois que l'action a terminé, le ballon a changé par exemple de direction ou la de son côté, automatiquement l'arbitre de queue ne va pas rester dans cette position, il va revenir à sa position initiale qu'on a expliqué bien avant, entre la ligne médiane et le banc d'équipe, que ce soit du côté loin du ballon, côté opposé ou le côté près, la table de marque. Mais le plus important, s'il fait une direction, le dribbleur, il va partir sans s'opposer. Maintenant, on va essayer de faire des illustrations. Donc, je vous montre le schéma là. Un exemple comment l'arbitre de queue va se déplacer. Bon, sur cette illustration, le joueur se déplace du côté gauche. On suppose que le joueur bleu, on suppose, regardez le curseur taille, il est porteur du ballon, le joueur bleu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre de queue? Automatiquement, il va se déplacer dans notre direction, c'est-à-dire quoi? Le côté droit, et bien sûr en faisant un cross-step dans la direction opposée des joueurs, des joueurs de l'attaquant et du défenseur. Donc, on regarde. Donc, si le joueur va du côté gauche, automatiquement, pour garder un bon angle de vision et toujours open angle 55 degrés de l'action, 45 degrés, automatiquement, comme on l'a dit, l'arbitre de queue, il va se déplacer. Donc, regarde, le joueur s'est déplacé, l'arbitre de queue, il va se déplacer au sens opposé, la direction du porteur du ballon, du dribbleur, pour toujours garder l'angle. Donc, je refais. Pardon. Alors, dans ce cas, l'arbitre, le porteur du ballon part du côté gauche.
Vous suivez la flèche bleue. Hop, le joueur il se déplace. Qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre? Automatiquement, il va se déplacer sans s'opposer de sa direction qui est le côté gauche, qui est le côté droit. Il va se déplacer du côté droit. Dans ce cas, toujours, regardez le curseur pour garder toujours un bon angle. L'illustration numéro 2, c'est l'inverse. Lorsque le dribbleur se déplace du côté droit, automatiquement l'arbitre de queue, il va se déplacer du côté gauche, il va faire un cross-step à l'opposé de la direction du porteur du ballon ou bien le dribbleur. Donc, on regarde, donc le joueur décide de partir du côté gauche, il va se déplacer. Automatiquement, l'arbitre de queue, pour avoir un bon angle de vision, pour garder toujours sa position de open angle 55 degrés, dans ce cas, il doit se placer sans s'opposer de la course du dribbleur. Hop, c'est toujours pour chercher le bon angle léger. OK. Alors, maintenant, on va parler de la zone de position de l'arbitre du centre, c'est-à-dire quelle est sa zone de travail. Quoiqu'il occupe tout un espace, puisqu'il est toujours dans le weak side. À l'opposé, il y a deux arbitres, c'est front side, il y a l'arbitre de tête. Donc, voilà exactement son périmètre ou bien sa zone de travail de l'arbitre center. La position initiale de l'arbitre center se trouve toujours la ligne prolongée de la ligne de lancé franc. Il est là. La position principale et de base, elle est toujours là et à l'intérieur du terrain. OK. Au prolongement de la ligne des lancers francs. Prolongé, sa position, elle est là. Bien sûr, il travaille. Sa zone de travail, elle s'étend jusqu'au demi-cercle de la zone de lancers francs. Et bien sûr, le bas de le demi-cercle imaginaire qui n'est pas tracé là, vers le bas. Donc, tout ce triangle, c'est sa position et sa zone d'activité et sa zone de responsabilité. Donc, toute action du côté faible de sa direction, que ce soit en pénétration, que ce soit en shoot, il est le premier responsable. C'est sa responsabilité principale, c'est lui de voir tout ce qui se passe dans le weak side, pénétration vers le panier, ou un shoot du weak side, etc. C'est lui qui est responsable de sa zone. Bien sûr, quelqu'un va me dire l'arbitre de tête. Attention, des fois, l'arbitre de tête, il intervient en position où il ne peut pas voir bien l'action, il va siffler un coup de sifflet imaginaire ou émotionnel sans voir réellement ce qui s'est passé. Mais par contre, l'arbitre center, c'est sa position principale et on va le voir après, c'est-à-dire que même l'arbitre center, il va faire aussi un cross-step comme l'arbitre de queue, toujours chercher l'angle. OK, à chaque fois, les joueurs doivent être dans mon champ de vision à 45 degrés. Maintenant, position centrale de l'arbitre centre en cas de pénétration vers le panier. On regarde sur cette photo, OK. Il y a le porteur du ballon, il va faire une pénétration vers le panier. Et ça, tout ça c'est sa responsabilité. Principale, c'est celle de l'arbitre center. C'est le même principe aussi que l'arbitre de queue. OK. Il doit avoir aussi l'esprit actif. C'est-à-dire que lui aussi doit calculer si ce joueur va passer du côté droit ou bien du côté gauche. Tout dépend de la balle où il se trouve, ou tout dépend aussi de la position du défenseur. Quel angle que le défenseur va gêner ce joueur. L'arbitre doit lire, il doit avoir l'esprit actif, il doit deviner, il doit anticiper à quel endroit va faire sa pénétration ou bien même tenter un shoot. Dans ce cas, il doit avoir lui aussi l'esprit actif. Et aussi, comme on l'a dit, comme l'arbitre de queue aussi, si le joueur, le dribbleur, part du côté gauche, par exemple, d'un côté, automatiquement, l'arbitre center, c'est le même principe que l'arbitre de queue. Il doit faire un cross-step. C'est toujours quand s'opposer de la direction là où le porteur du ballon il a choisi de faire la pénétration. Et tout ça, on l'a dit toujours pour garder un angle de vision. Donc, on regarde sur la première image. Donc, il y a dribble du côté gauche. Automatiquement, le center, il va se placer du côté droit pour toujours garder dans le champ visuel l'attaquant et le défenseur et bien sûr d'autres joueurs. Donc, on regarde sur la deuxième image. Voilà sa nouvelle position à 45 degrés toujours. Il a dans le champ de vision tout ce qui se passe dans cette zone. Classiquement, on appelle ça la zone numéro 6. Lorsqu'on divise le terrain en 6, la mécanique d'arbitrage à 2, donc il y a dans la zone 6. Dans ce cas, il doit aussi lui faire comme on l'a dit, un cross-step. Maintenant, lorsqu'il y a la trappe, attention les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement, l'arbitrage moderne, l'arbitre doit connaître aussi les systèmes de défense faits par des équipes. OK.
qu'est-ce que c'est qu'une trappe, qu'est-ce que c'est qu'un man-to-man, qu'est-ce que c'est qu'une défense zone, qu'est-ce que c'est qu'un individuel tout le terrain, etc. L'arbitre, actuellement, il doit aussi avoir des connaissances sur le basketball en lui-même. La trappe, c'est un système défensif, c'est un système de jeu défensif. Donc, si je ne connais pas bien la trappe, je ne peux pas deviner ou là, je ne peux pas anticiper les actions. OK, donc c'est très important, nos amis arbitres, surtout nos jeunes, de s'introduire avec les équipes, avec les entraîneurs, et n'hésitez pas à rentrer, à poser des questions sur quel système de jeu, que ce soit défensif ou offensif, même par Internet, vous pouvez vous documenter, mais il est toujours important. Et aussi, le scouting, c'est pour ça qu'il est bien important de faire des visionnages, des vidéos, par exemple, sur des équipes. Vous allez arbitrer en futur, quel type de défense qu'ils appliquent, quel type d'attaque, etc. Dans ce cas, la trappe aussi, c'est un système de défense. La trappe, c'est-à-dire que c'est lorsque, en général, ce système, il est fait vers la fin de la rencontre, lorsqu'une équipe, elle est derrière, elle perd la rencontre de quelques points. Donc, pour anticiper, pour que l'équipe adverse s'attaque rapidement, pour qu'elle perde la balle, donc au lieu que ce soit 1 contre 1, ça va être 2 à 3 joueurs qui vont faire pression sur le porteur du ballon, soit pour qu'il commet une violation, ou là pour il va faire un shoot rapide, ou il va faire une mauvaise passe, et pour faire une interception. Dans ce cas, l'équipe adverse, l'équipe défensive va faire une trappe, elle va essayer de gêner ce joueur pour évoluer avec ses coéquipiers. Donc, qu'est-ce que c'est que donc c'est ça la trappe. Qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre center dans cette position? Lorsqu'il y a une trappe près de la ligne médiane du côté faible, de son côté weak side, l'arbitre center doit se rapprocher de la ligne médiane. Il doit se rapprocher, regarder la faute carrément pour couvrir correctement la situation. C'est-à-dire toujours pour avoir un bon angle, parce qu'il ne peut pas rester dans sa position initiale. Sinon, les deux défenseurs, ils vont lui donner le dos. Il ne pourra jamais voir s'il y a des contacts, que ce soit faute offensive ou la faute des défenseurs. Il ne pourra jamais la voir. Donc, c'est pour cela il doit se placer. Il doit monter carrément vers la ligne médiane. Il va maintenir l'angle de vision pour juger et pour arbitrer l'action autour de lui. Donc, il ne va pas hésiter. Il va monter carrément pour vraiment juger l'action qui se déroule au niveau de la ligne médiane, au niveau de la trappe. Donc, il ne peut pas rester dans cette position, sinon il ne pourra rien voir. Okay? Même si on dirait à l'arbitre qu'il est là, mais il est vraiment loin de l'action. Okay? Il ne peut pas sortir de la ligne médiane, etc. Dans ce cas, cette position d'arbitre de que la trappe, il doit monter carrément vers l'action qu'elle est là, donc il doit monter carrément dans cette situation. Bien sûr, une fois que la trappe est terminée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression sur le joueur, plus d'un joueur, c'est-à-dire qu'il s'est libéré ou bien la fait une passe. Okay? Dans ce cas, l'arbitre de center, il doit reprendre sa position initiale dès le départ. Mais attention, ceci, ce n'est pas une rotation. Donc, ce qu'il a fait maintenant, l'arbitre center, ce n'est pas une rotation. Alors, celui qui déclenche la rotation, comme on le sait, bien sûr, c'est l'arbitre de tête. Donc, à chaque fois, il cherche la nouvelle, le bon moment, le bon timing pour faire la rotation. Mais ici, ce n'est pas une rotation. Allahumma, dans le cas où l'arbitre de tête a décidé dans cette situation de faire une rotation, de bouger de l'autre côté, là, bien sûr, l'arbitre center, il va maintenir sa position. Il ne va pas redescendre puisque son ami, collègue, arbitre de queue va devenir le nouveau arbitre center. Dans ce cas, ça, en général, lorsqu'il y a la trappe et que l'arbitre center reprend sa position, ce n'est pas de la trappe, mais c'est une nécessité. Il faut aller là où il faut arbitrer. Le principe d'arbitrage, il faut aller là où il faut arbitrer. Dans ce cas, la situation, elle est là, donc je vais aller là où je vais arbitrer. Dans ce cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une rotation, mais dans le cas où l'arbitre de tête a entamé son déplacement pour éventuellement une rotation, là, dans ce cas, il va maintenir sa position, sinon il va retourner à sa position initiale. On va faire l'illustration de cette position. Donc, lorsqu'il y a la trappe, la ligne médiane du côté faible, dans ce qu'on regarde, voilà la position de l'arbitre center. Donc, la trappe, elle est là, un porteur du ballon et deux joueurs défenseurs qui font pression sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire sur l'arbitre center? Comme on l'a dit, il doit se déplacer avec la flèche, regardez la flèche bleue, dans cette position pour arbitrer l'action qui se déroule ici. Il est là, il doit arbitrer cette situation. Donc, je refais. Donc, il doit se déplacer carrément pour avoir un angle et arbitrer cette situation. Donc, il doit se déplacer le plus normalement du monde pour avoir un angle de vision pour juger et arbitrer cette situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ce n'est pas une rotation. Dans le cas où l'arbitre a de tête en temps de la rotation, ça, c'est notre paire de manches. Maintenant, une fois que la trappe s'est terminée, donc on regarde, il n'y a plus de pression de joueur sur le porteur du ballon.
OK, dans ce cas, cet arbitre, c'est-à-dire l'arbitre center, il va reprendre sa position initiale et habituelle. Là où il va arbitrer, elle est là. Voilà. Maintenant, la position, elle travaille de l'arbitre de tête. La zone de travail principale située entre la ligne de 3 points, on regarde l'image, et la ligne, et bien sûr le panier. Dans ce cas, sous le panier, ce n'est pas une zone d'arbitrage, ce n'est pas une zone d'arbitre. Donc, soit il est là, du côté près de la table de marque, soit il est côté opposé de la table de marque. Donc, sa position, elle est entre la ligne de 3 points et bien sûr le panier. L'arbitre de tête aussi se positionne, comme on l'a dit, derrière la ligne, okay, aussi avec un angle de 45 degrés face au panier. Alors, il y a une technique, c'est que pour juger que cet arbitre a une bonne position, l'avant du panneau, pardon, l'avant de l'anneau, il doit être dans le champ son visuel. Ce n'est pas l'anneau complet, mais là, le début de l'anneau, l'avant de l'anneau, c'est pour qu'on puisse juger que cet arbitre est en position, bonne position. L'avant de l'anneau doit être dans le champ son visuel. Alors, maintenant, lorsque la balle arrive du côté fort, c'est-à-dire de son côté, ok, position de zone de travail de l'arbitre tête, quand la balle arrive au poste bas, côté fort. Alors, lorsque la balle arrive au poste bas du côté fort, regardez l'image, donc elle est là. Ok, strong side, l'arbitre de tête doit être prêt à arbitrer l'action suivante. Il doit avoir l'esprit actif. Ok, en effectuant bien sûr quelques pas vers l'arrière pour augmenter l'angle de vision et pour s'éloigner de l'action, pour avoir un bon champ de vision et pour juger bien l'action et avoir un angle plus large. Une fois avoir un angle plus large, c'est-à-dire que cet angle, elle lui permet d'arbitrer bien sûr la défense pour des pénétrations et surtout, il y a un point qui est important, c'est d'être prêt s'il y a une aide défensive, c'est-à-dire s'il y a un autre défenseur qui va venir. Sur cette photo, le B5 contre le B1, il se peut qu'il va avoir le B4 ou le B3, help defense. C'est-à-dire qu'il va venir aider son coéquipier. Donc, il aura un match-up composé de 3 joueurs, de défenseurs en attaquant. Il doit observer les 3. Donc, attention sur cette position. En général, il y a ce qu'on appelle le help defense. Il est toujours dans cette situation. Dans ce cas, l'arbitre de tête doit faire attention à sa position, à son match-up principal, c'est-à-dire attaquant-défenseur, et aussi faire attention s'il y a un défenseur qui va porter aide à son coéquipier, donc il va avoir sur son champ de vision principal de la couverture de l'action, c'est bien sûr ces 3 joueurs, un attaquant et 2 défenseurs. Alors, maintenant, lors des remises en jeu, position des arbitres lors des remises en jeu, lorsque la remise en jeu sur la ligne de fond, dans la zone avant. Ok, la zone avant, à la ligne des 3 points et au bord de l'anneau. Regardez la remise en jeu se fait là, comme dessiné en rouge. Dans ce cas, l'arbitre doit toujours se placer à l'extérieur. La remise en jeu, que ce soit s'il est fait côté opposé de la table de marque, donc il va se placer du côté du joueur qui va faire la remise en jeu. S'il est près de la table de marque, il va se placer du côté droit du joueur qui va faire la remise en jeu. Donc voilà la position de l'arbitre automatiquement. Une fois qu'il remet la balle, après il va voir le protocole. Bien sûr, il y a le signal du coup près là. Pour le démarrage du chronomètre. Bien sûr, l'arbitre central doit être prêt pour couvrir son côté, pour couvrir sa zone. Et l'arbitre de queue qui est là, il doit répercuter le signal du déclenchement du chronomètre de jeu une fois que la balle est touchée ou de la balle touche un joueur sur le terrain pour informer le chronométreur de démarrer son chronomètre. Donc, il doit répercuter quoi? Le signal fait déjà par l'arbitre de tête. Une fois qu'il a donné la balle, siffler, etc. Il va faire ça. Donc, l'arbitre de queue, il va répercuter le même signal. Une fois que la balle est touchée, ou bien la balle touche un joueur sur le terrain, dans ce cas, il informe le chronométreur pour démarrer son chronomètre de jeu. Maintenant, lorsque la remise en jeu se fait, ok, ligne de fond, bien sûr, entre la ligne de 3 points et la ligne de touche. Regardez la remise en jeu, elle est là. C'est-à-dire qu'entre la ligne des 3 points, les 90 cm là, donc, entre la ligne de touche et la ligne des 3 points, automatiquement, il doit se mettre à l'intérieur de l'action. C'est-à-dire que si c'est du côté loin de la table de marque opposée, donc il va se placer à la droite du joueur effectuant la remise en jeu. Si c'est côté gauche du joueur qui va faire la remise en jeu, si c'est du côté table, dans ce cas, il va se placer du côté droit du joueur qui va faire, du côté gauche qui va faire la remise en jeu. Un à côté droit, un à côté gauche. OK, les jeunes? Ou bien, c'est-à-dire que c'est le même principe que la première fois, mais c'est l'inverse, il doit se placer à l'intérieur. Donc, si c'est le côté
opposé à la table de marque, donc il doit se placer à la droite du joueur. Si c'est côté table de marque, il doit se placer à côté gauche du joueur qui va faire la remise en jeu. Et bien sûr, le même principe aussi que l'autre principe, c'est-à-dire que l'arbitre de queue doit toujours répercuter le signal du couperet pour le déclenchement du chronomètre de jeu. Maintenant, protocole de la remise en jeu de zone avant. Parce qu'il y a un protocole léger dans l'IoT qu'on doit suivre et qui est très important, qui doit être aussi appris par les arbitres qui effectuent la remise en jeu en zone avant. D'abord, l'arbitre actif, c'est l'arbitre qui va faire la remise en jeu. L'arbitre actif désigne l'endroit de la remise en jeu et peut communiquer préventivement. C'est qu'il peut parler à celui qui va faire la remise en jeu. Par exemple, à droite, à gauche, restez ici, ne bougez pas. OK, l'une des principes de l'IoT, c'est bien sûr l'arbitrage préventif. On n'est pas des gendarmes à la fin d'une infraction, on siffle, on tabasse le joueur, entre parenthèses. Hein. C'est-à-dire que là, je l'informe, attention, vers la droite, vers la gauche, ne bouge pas, OK, reste ici. C'est ce qu'on appelle par l'arbitrage préventif. D'abord ça, donc l'arbitre actif doit désigner l'endroit. Il doit montrer du doigt l'endroit où va se faire la remise en jeu. Okay? C'est pas au joueur qui va se placer à n'importe quel endroit, mais c'est à l'arbitre de désigner l'endroit la plus proche de l'infraction où le ballon, on a arrêté le jeu. Donc le point le plus près de la violation ou bien de la faute où on a sifflé pour faire la remise en jeu. OK, donc sur cette photo, le doit montrer l'endroit où il va faire la remise en jeu. Aussi, il doit bien sûr s'éloigner à distance de l'action. C'est toujours ça. Il faut toujours avoir une bonne distance pour avoir un bon angle et voir toute l'image. OK? Donc, il doit s'éloigner et se tenir à distance de l'action. Vérifier les chronomètres. Ça, c'est très important. À chaque remise en jeu, ce n'est pas au niveau de la ligne, entre parenthèses, ce n'est pas uniquement au niveau de la ligne de fond, mais toute remise en jeu. Ayez le réflexe de jeter un coup d'œil sur les chronomètres. Que ce soit le chronomètre de jeu ou bien le chronomètre des 24. OK, le chronomètre des tirs. Donc, essayez de jeter un coup d'œil sur les chronomètres afin de vérifier éventuellement s'il démarre ou s'il ne démarre pas pour corriger. Là, vous pouvez aller voir au niveau de l'IoT, il y a un principe, il y a une méthode de calcul, comment on calcule les 24 secondes. Alors, mettre le sifflet dans la bouche, bien sûr, en tenant la balle, ce qu'on appelle le coup de sifflet alerte. Donc, on regarde la photo. Donc, je donne le coup de sifflet d'alerte. Remettre la balle au joueur, mais attention, il faut toujours la mettre à rebond. OK? Et vous soyez sûr que le joueur qui va faire la mise en jeu, il est en contact visuel avec l'arbitre. Ce n'est pas que le joueur est il n'est pas dans son champ visuel, tu lui remets la balle, tu va frapper, que ce soit au dos ou au niveau des hanches. Ce n'est pas dans le dos. Et il faut être sûr que le joueur il est prêt à recevoir la balle et donner la balle, comme on l'a dit, à rebond, rebondir la balle au joueur. Commencez bien sûr le décompte des 5 secondes, la violation des 15 secondes. 7. Observer la remise en jeu et l'action environnante, tout ce qui se passe autour de l'action de remise en jeu, que ce soit les défenseurs, les autres attaquants qui sont tout près de l'action. Et aussi, une fois que le ballon touche, ou est touché bien sûr par un joueur sur le terrain, on doit toujours utiliser le signal du couperet pour donner l'information à notre ami chronométreur de déclencher son chronomètre. OK, n'oubliez jamais ce geste convention, ce geste pour faire démarrer le chronomètre, le signal, ce qu'on appelle le signal du couperet. Maintenant, position et zone de travail des arbitres lors des tentatives de tir. Quelle est la responsabilité des 3 arbitres lorsqu'il y a tentative de tir? Et de quelle zone et quels sont les arbitres responsables de ces tentatives de tir? Alors, l'arbitre de tête, le bleu, comme on le voit ici, est responsable des tentatives de tir à 2 points du côté fort. En ce cas, tout ce qui est tir à 2 points de ce côté fort, là où se trouve l'arbitre de tête, c'est sa responsabilité. Donc, les tentatives de tir à 2 points, c'est sa responsabilité. OK? Maintenant, l'arbitre de queue est responsable de toutes les tentatives de 2 et à 3 points du côté fort toujours, du côté toujours de sa responsabilité. Elle est là, comme on l'a vu tout à l'heure, les zones de responsabilité de chaque arbitre. OK, dans ce cas, tout ça, toute tentative à 3 points, toute tentative à 2 points dans cette zone, dans ce cas, l'arbitre de queue est responsable de ces tentatives. Maintenant, l'arbitre center, OK, il est responsable de toutes les tentatives du côté faible. Tout ce côté
il est responsable des tentatives, que ce soit tentative de tir à 2 points ou bien tentative de tir à 2 points, à 3 points. Dans ce cas, il est responsable de tous les tirs tentés de son côté faible, ou bien de son weak side, côté center. Toute tentative, que ce soit 2 ou 3 points, c'est lui le premier responsable. Donc, on a dit le l'arbitre de tête, c'est le responsable de l'arbitre des tentatives de tir à 2 points dans sa zone du côté fort du côté fort. L'arbitre de tête, que est responsable des tirs à 2 et 3 points du côté fort aussi. Mais l'arbitre center, il est responsable de toutes les tentatives, que ce soit de tentatives à 2 points ou bien tentative à 3 points dans sa zone de responsabilité dans le weak side. Alors, ici, dans cette situation, lorsqu'il y a des tentatives dans ce qu'on appelle les zones partagées ou le dual coverage, dans cette situation, c'est un but que les deux, ils sont responsables. Ce que l'on appelle la responsabilité partagée. Dans ce cas, chaque arbitre respecte sa zone. OK, respecte sa zone. Bon, on peut dire qu'ici, un shooter, par exemple, de gaucher. Dans ce cas, on peut dire que l'arbitre de queue, il est prêt, c'est qu'il est plus apte à soulever cette position. Si tu as par exemple un shoot aussi un droitier pour voir le défenseur ou l'attaquant, c'est l'arbitre, bien sûr, central. Mais le plus important, c'est une responsabilité partagée. Mais le principe de base d'abord, c'est chacun doit couvrir sa zone et bien sûr d'arbitrer, c'est le principe ça, c'est d'arbitrer la défense. Dans ce cas, il se peut que des shoots des tirs sont tentés dans ces zones de responsabilité. La première responsabilité de chacun, c'est d'abord surveiller sa zone de couverture. S'il peut aider dans la zone secondaire ou la zone partagée, mais attention, comme je l'ai dit toujours, cet arbitre, il peut porter aide si c'est nécessaire et s'il est à 100%. S'il y a un doute, il faut s'abstenir. Parce que ce n'est pas ta position principale. Il se peut que tu as mal vu, or que ton collègue est dans une position, il a bien vu l'action, il te va siffler un sifflet émotionnel avec un sifflet des deux villes. Tu devines qui est faute ou l'autre chose. Dans ce cas, si mon aide elle est primordiale ou elle est intéressante, ou là, elle est utile, ou je dois aider, mais comme je l'ai dit, il faut être d'abord à 100% de ma décision. Maintenant, les positions en travail qui sont responsables de la violation des 8 secondes et de retour en zone. Bien sûr, qui est responsable des 8 secondes? C'est toujours l'arbitre qui est derrière, qui suit l'action. Bien sûr, c'est l'arbitre de queue. C'est le premier responsable des 8 secondes. Il est derrière l'action lorsqu'il y a la transition de l'attaque, la zone défensive de l'équipe A vers la zone offensive de l'équipe A. Dans ce cas, il y a une transition de défense vers l'attaque. Dans ce cas, le premier responsable, bien sûr, c'est l'arbitre de queue parce qu'il est derrière l'action. Il suit, c'est à lui de faire les décomptes. La violation des 8 secondes, bien sûr, il peut se faire aider par les 24 secondes, mais sa décision est prioritaire par rapport à l'appareil des 24 secondes. En général, il se peut que l'appareil n'a pas démarré dans le délai ou elle a fait un retard pour démarrer. Dans ce cas, son décompte, il est le plus fiable. Et c'est lui qui va être pris en considération, mais il peut se faire aider l'appareil des 24 secondes. Et aussi, automatiquement, l'arbitre de centre aussi doit être vigilant. Il peut porter aide à son collègue si son collègue a omis de siffler les 8 secondes ou là a tardé pour commencer, pour déclencher le décompte, etc. dans son esprit. Maintenant, la même chose, le retour en zone, balle en retour en zone arrière, c'est bien sûr le dernier arbitre qui perd la ligne médiane, c'est qui? C'est l'arbitre queue. Donc, c'est lui le premier responsable du retour, de siffler de retour en zone. Mais néanmoins, aussi son collègue arbitre central peut l'aider, surtout si la balle vient du côté faible. OK, il est plus là pour voir qui est le dernier joueur qui a touché la balle, la zone avant, et qui est le premier joueur qui a touché la balle sur la zone arrière. Donc, s'il y a un dossier, c'est toujours l'arbitre central doit être vigilant, surtout si la balle vient du côté faible, la zone avant, elle va retourner vers la zone arrière. Mais le premier responsable, c'est l'arbitre qui est responsable de siffler cette violation. Mais l'arbitre de tête, c'est l'arbitre de queue centre, il doit être avec un esprit actif. Il peut aider son collègue dans le cas où la balle, le retour en zone, il s'est effectué de son côté faible, du côté où se trouve l'arbitre center. Dans ce cas, si l'arbitre n'intervient pas, là, l'arbitre center, il peut aider son collègue à siffler la violation de retour en zone, surtout que si la balle, comme je l'ai dit, elle vient de son côté, donc il est au courant qui est le dernier joueur qui a touché la balle
au niveau de la zone avant et qui est le premier joueur qui va toucher la balle dans la zone arrière. Maintenant, les situations de rebond. La zone de travail et les situations de rebond. Alors, il y a deux cas. Lorsque le tir vient du côté fort, on regarde sur cette image par exemple, le côté fort il est là, c'est-à-dire que le shoot, le tir il vient de ce côté-là, le cercle rouge, c'est-à-dire du côté opposé de la table de marque. Et si vous regardez l'image, chaque arbitre a au moins 2 match-up, ce qu'on appelle les duels actifs. Et le plus important, bien sûr, c'est d'arbitrer d'abord le duel plus proche de toi. OK, un arbitre, pour les situations de repas, il peut avoir 1 ou 2 match-up, duel actif. C'est-à-dire qu'il peut arbitrer les deux et toujours priorité au match-up le plus près de toi. Donc, l'arbitre de tête couvre l'action match-up, duel près du panier, éventuellement voir des fautes, situation. Donc, il a 2 match-up, il a le B2 contre A4 et le B5 contre A5. Le match-up dialogue. Aussi, l'arbitre de center, il a 2 match-up. Aussi, c'est côté A4, duel B2 et aussi B3, cette situation. Et l'arbitre tête automatiquement de que part dans le match-up, c'est le shooter et bien sûr le A5 et le B5. Donc, l'arbitre de queue et center se concentre sur le rebond sur leur côté respectif. Chacun se concentre de son côté sur le rebond, bien sûr, éventuellement, s'il va y avoir des fautes. Donc, chaque arbitre, il aura 1 ou 2 match-up à surveiller, ou bien à contrôler et à juger. Dans ce cas, l'arbitre de queue, l'arbitre center se concentre chacun dans sa position respective, les match-up qu'il doit surveiller. Alors, mais sur cette action, comme on a dit que le shoot vient du côté opposé de la table de marque et cette situation du côté fort où il y a l'arbitre de queue, l'arbitre de tête, strong side, l'arbitre center a une couverture principale sur les goaltending. OK, parce que pourquoi? Lorsqu'il y a l'action de shoot, surtout si c'est un jump shoot, l'arbitre doit suivre l'action de shoot du début jusqu'à la fin. OK, until the end of action of the shoot. C'est-à-dire, donc le joueur shoot, il doit suivre. Donc, à quel moment va se terminer l'action de shoot? On suppose qu'il y a un jump shoot, le joueur saute, il enclenche son tir. Donc, la balle, elle est lâchée de ses mains. La balle, donc, elle va vers le panier. Et l'action n'est pas encore terminée. Elle se termine dès que le sauteur revient au sol avec les 2 pieds. Pas un seul pied, mais les 2 pieds. Là, dans ce cas, l'arbitre qui couvre le shoot doit regarder l'action du début jusqu'à la fin. Dans ce cas, la balle, elle est lâchée du joueur shooter. Donc, celui qui en prend en charge le shooter dans cette action, l'arbitre de queue, il doit suivre l'action intégralement du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'attaquant shooter revient au sol avec les 2 pieds. Dans ce cas, c'est pour ça qu'on l'a dit, celui qui va prendre en charge le goaltending ou les interventions illégales sur le panier, c'est l'autre arbitre. OK, c'est l'arbitre center qui va voir les interventions sur le panier ou les goaltending. Parce que pourquoi? La balle, elle est lâchée des mains du shooter. L'arbitre de queue ne va pas suivre la balle, sinon il va omettre ce qui se passe entre les 2 joueurs attaquant défenseur. Il se peut qu'il va y avoir des fautes. Et on a vu déjà dans les cours précédents des situations pareilles, à protecting shooter. Dans ce cas, il doit suivre toujours l'action de shoot. Et bien sûr, comme on a dit, l'arbitre de queue de center, il est responsable des goaltending et des interventions illégales. Maintenant, lorsque le shoot ou bien le tir vient du côté faible, comme cette image, donc le côté faible, il est là. Comme par hasard, il est toujours face à la table de côté opposé à la table de marque. Strong side, il est là, arbitre de tête, arbitre de queue. Il y a un enclenchement, il y a une tentative de tir du côté faible, du côté center. Le même principe pour ce qui est de l'arbitre de tête, c'est de couvrir bien sûr ces matchs à Pana dans sa zone respective, éventuellement pour voir des fautes. Il va surveiller le minimum 1 à 2 match-up qu'il doit surveiller, une priorité à un match-up le plus proche de toi. L'arbitre de queue et l'arbitre center se concentrent aussi chacun dans sa zone respective concernant les rebonds et voir éventuellement s'il y a des fautes. À l'inverse, lorsque la balle vient du côté fort, maintenant c'est l'arbitre de queue qui a une couverture principale de quoi? Du goaltending et intervention illégale sur le panier, sur l'anneau, pendant que l'arbitre center, il est là, il est responsable du tir. Donc, il doit avoir le même principe, comme on l'a dit, lorsque le shoot vient du côté fort, c'est-à-dire qu'il doit se concentrer de l'action de tir du début jusqu'à la fin.
Ok, si un jump shoot, l'arbitre center doit toujours avoir les deux joueurs, attaquant et défenseur, dans le champ visuel. Même la balle est lâchée de ses mains, tant que l'action n'est pas terminée par le retour du joueur shooter au sol avec ses deux pieds, on dira que ce joueur, l'action n'est pas terminée. Dans ce cas, la balle est dégagée de ses mains. Donc, qui va prendre en charge le ballon? Bien sûr, c'est l'autre arbitre. Dans ces situations, c'est l'arbitre de queue qui va voir, bien sûr, les goaltending et les interventions illégales sur le panneau. Maintenant, la position de travail des arbitres pour la couverture du chronomètre des tirs. Là, moi, je vous conseille, les jeunes, il y a tout un document sur les l'IoT. Vous allez lire comment on peut calculer le nombre de secondes qu'il reste, etc., en cas où le chronomètre n'a pas démarré dans les délais, etc. Je vous conseille d'aller lire. Moi, je suis sûr que vous l'avez lu déjà, mais il faut le faire quand même. Alors, c'est en général qui sont les responsables de l'appareil des tirs, le chronomètre des tirs. Bien sûr, c'est l'arbitre de queue et l'arbitre center. Parce que c'est eux qui sont ce qu'on appelle les arbitres extérieurs, qui sont face au pupitre, etc., au pupitre ou bien au tableau des 24 secondes. Alors, aussi l'arbitre de tête, et ça c'est important aussi, doit se rappeler du temps restant sur le chronomètre des tirs et préaider ses collègues. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller lire ce document fléauté. C'est pour ça qu'on prend toujours les deux derniers chiffres avant une remise en jeu ou bien lors du dernier lancer franc, par exemple. Le temps, par exemple, est affiché, on dira 5-30 secondes. Donc, on se rappelle des 30 secondes. Éventuellement, si le chronomètre des tirs n'a pas démarré, il s'arrête, par exemple, le chronomètre du jeu va s'arrêter à 5-20, donc on dira que l'appareil des 24 a consommé 10 secondes. Donc, c'est une soustraction, c'est un calcul mental qu'on fait. Dans ce cas, il faut bien retenir le temps restant, on prend les deux derniers chiffres sur le chronomètre du jeu, et à travers ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire les secondes, qu'on peut juger, qu'on peut rectifier une erreur de 24 secondes. C'est pour ça, je n'ai pas envie de m'étaler trop sur ce sujet, vous pouvez aller voir le document sur l'IoT. Donc, il est aussi important que les arbitres doivent savoir quand afficher vers la fin de prendre des chronomètres de tir, surtout vers la fin, les moments décisifs. Pourquoi? Pour prendre une bonne décision. C'est sur l'arbitre de que l'arbitre center vers la fin de l'utilisation des 24 secondes pour calculer bien est-ce que le shoot, par exemple, il est fait après ou avant que le joueur l'a lâché le ballon. Si c'est après, si le chronomètre des 24 retentit, que la balle est toujours dans la main du joueur, donc il y a violation. Si la balle est lâchée, après ça, l'appareil des tirs retentit, dans ce cas, on dirait que c'est une action légale. Dans ce cas, il faut toujours se rappeler, il faut faire très attention, il faut être encore très concentré lorsque l'appareil des tirs, il va arriver vers la fin. Il faut faire vraiment attention. Tout ça, c'est pour prendre une bonne décision, pour ne pas créer d'un climat entre les joueurs et les arbitres. Un mauvais climat, qui peut déranger la gestion de la rencontre. Alors, c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, lors des remises en jeu, je l'ai bien expliqué. Lors des remises en jeu, l'arbitre actif, c'est-à-dire celui qui va faire la remise en jeu, doit contrôler ou bien jeter un coup d'œil au chronomètre des tirs. Jeter un coup d'œil, pour moi, je dirais même les deux chronomètres, pour assurer le bon temps affiché. Déjà, je l'ai mémorisé. Avant de remettre le ballon, bien sûr, au joueur effectuant la mise en jeu, je vais mémoriser les deux derniers chiffres pour savoir éventuellement si l'opérateur des 24 secondes n'a pas bien enclenché son chronomètre ou bien n'a pas enclenché carrément. Là, je peux faire le calcul et je dirai combien de temps sur le chronomètre ont été consommés. Maintenant, la position des arbitres lors des temps morts. Ça, c'est des positions standards aussi. Les arbitres ils ont trois positions standards pendant le temps mort. Toujours côté face du ballon. OK. Pardon, côté table de marque. OK. Dans ce cas, ils ont trois positions. Ils n'ont qu'à choisir l'endroit, c'est-à-dire qui est approprié. Lorsqu'on dit approprié, par exemple, regardez mon curseur, si la remise en jeu va se faire ici. Donc, il est préférable que les arbitres se placent de ce côté. Si la remise en jeu va se faire de ce côté et toujours pour l'équipe attaquante, donc il est préférable de se mettre de ce côté. Ok, si c'est ça, c'est là aussi. Dans ce cas, c'est aux arbitres de juger quel est l'endroit le plus approprié pour faire la remise en jeu. Ok, après, placement du temps mort pour éventuelle remise en jeu, possible aussi des lancers francs, etc. Mais attention, lorsqu'il reste 20 secondes de temps mort, deux arbitres se déplacent à proximité de la zone de bande d'équipe.
OK. Lorsqu'il reste 20 secondes sur le chronomètre dit-il, la minute du temps mort, lorsqu'elle est affichée sur le tableau, lorsqu'il décompte la minute, elle descend 59, etc. Donc, dès qu'elle arrive à 20 secondes, deux arbitres doivent se déplacer carrément au niveau des bandes d'équipe. OK? Lorsqu'il signale 50 secondes, elle va retentir le signal sonore de 50 secondes. Là, les arbitres qui sont près de la table les bons respectifs des équipes, ils doivent activer les équipes à revenir sur le terrain. Donc, 20 secondes avant la fin du temps mort, deux arbitres doivent se déplacer chacun et prendre une bande d'équipe. Dès que ces 50 secondes retentit, ils doivent informer pour que les équipes, pour que le jeu va reprendre. Maintenant, il y a un protocole qu'on doit suivre. À l'inverse, ça, c'est tous les temps morts pendant le jeu, pendant toute la période de la rencontre. Mais il y a un protocole spécial lors des 2 dernières minutes qu'on doit suivre. Et ça, j'aimerais bien que nous concentrions, vous allez concentrer avec moi. Il y a un protocole spécial les 2 dernières minutes pour le placement des arbitres pendant le temps mort. Alors, premièrement, pendant le temps mort, le ballon doit être aux mains du Khrouchtchev. Parce que les autres, avant les 2 temps morts, on peut placer la remise en jeu libre de fond côté droit, on peut placer la balle et on se souvient qu'on va faire la remise en jeu de ce côté. Mais lors des derniers temps morts, le ballon doit rester entre les mains du Khrouchtchev. Pourquoi? Parce que les 2 derniers temps morts, l'entraîneur de l'équipe A ou l'équipe B qui a droit à la possession, il peut choisir de quel endroit on va faire sa remise en jeu. Il doit faire la remise en jeu. S'il choisit de la faire dans la zone arrière, il va la faire dans sa zone arrière. S'il va choisir de faire la remise en jeu dans la zone avant, il va faire dans la zone avant. Et tout ça, les jeunes, attention, il y a une répercussion, c'est l'appareil des 24 secondes. Hein. OK, donc vous pouvez voir aussi le sujet anal, vous pouvez le lire, c'est-à-dire qu'on enclenche, on reste le même temps, etc. Le moyen, le plus important, c'est qu'il a une incidence sur les 24. Dans ce cas, nous, ce qui concerne dans ce sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que le ballon doit rester entre les mains du Khrouchtchev parce qu'on ne sait pas encore de quel endroit va le head coach, l'entraîneur en chef, va prendre la décision de faire jouer sa remise en jeu, que ce soit en zone avant ou bien en zone arrière. Mais lorsqu'il reste 20 secondes, un temps mort du temps mort, le Khrouchtchev lui-même et un des autres arbitres doivent se déplacer à proximité des bancs d'équipe. Mais le Khrouchtchev va se déplacer à côté du banc de l'équipe qui va faire la remise en jeu. Parce qu'à la fin du temps mort, il va demander à l'arbitre de quel côté il va faire sa remise en jeu. Donc, c'est pour ça que l'arbitre, la balle reste dans les mains du Khrouchtchev. Une fois que 20 secondes, donc les 2 arbitres, un umpire 1 ou l'umpire 2, un de ses coéquipiers, vont se déplacer respectivement chacun dans le banc d'équipe. Mais attention, le Khrouchtchev, il va se placer directement à l'endroit où l'équipe qui a droit à la possession, bien l'équipe qui va faire sa possession pour demander bien sûr au head coach de quel endroit va faire sa remise en jeu, zone avant ou bien zone arrière. Donc ça, c'est ça le protocole qu'on doit suivre lors des dernières minutes. On va voir une illustration sur cet exemple. On dira que l'équipe A a droit à la possession. Sur l'équipe A, automatiquement, c'est l'équipe locale, celle qui reçoit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 2 arbitres, le premier, bien sûr, si regardez l'illustration, le Khrouchtchev, c'est lui qui va se déplacer du côté de banc d'équipe à 20 secondes, comme on a dit, parce que le banc d'équipe d'équipe A, parce que l'équipe A a droit à la possession. Et un des arbitres va se diriger carrément dans l'autre côté, côté de banc d'équipe. Voilà. Dans ce cas, je vais refaire. Regardez bien les jeunes illustrations, regardez avec moi. Dans ce cas, le Khrouchtchev, les 20 dernières secondes, il va se déplacer carrément du côté de l'équipe qui va faire la remise en jeu. Si c'est l'équipe B, c'est l'équipe B. Dans exemple, l'équipe A. Un autre arbitre, bien sûr, il va se déplacer, l'autre banc d'équipe. Et comme d'habitude, à 50 secondes, on invite les équipes à reprendre. Et aussi, n'oubliez pas, l'arbitre Khrouchtchev va demander, va demander au head coach de savoir de quel endroit on va faire sa remise en jeu, que ce soit en zone avant ou bien en zone arrière. Maintenant, remplacement après une violation. Qui est-ce qui va prendre en charge l'exécution des remplacements? Aussi, chacun doit respecter sa position. Ou ça dépend. Il se peut que c'est l'arbitre ou l'arbitre central le plus proche de la table de marque, c'est lui qui va administrer le remplacement. Celui qui prépare la table de marque, que ce soit l'arbitre de queue ou bien l'arbitre de tête,
arbitre center, pardon, l'un des deux, celui qui est proche de la table de marque, c'est à lui d'administrer ou bien de faire exécuter les changements. Donc, le remplacement, comme d'habitude, c'est dans la règle de remplacement, ils doivent se faire rapidement, le plus rapidement possible. Dès que le remplacement s'est terminé, l'arbitre responsable, que ce soit l'arbitre de corps de tête, doit s'assurer que le nombre de joueurs est correct sur le terrain. C'est à lui de s'assurer. S'il y a 6, il va demander qu'un joueur va sortir. S'il y a 4, par exemple, il va demander un joueur de l'entrée. S'il y a 5, il y a 5. Le plus important, il doit s'assurer que le nombre de joueurs qui est sur le terrain est correct. Et après avoir s'assuré que le nombre de joueurs est correct, automatiquement, il va communiquer l'information en étant en établissement en contact visuel, surtout à l'arbitre actif qui va faire la remise en jeu, et bien sûr à notre collègue. Dans ce cas, une fois qu'il a recensé, qu'il a calculé, qu'il a jugé que tout est bon, donc il doit communiquer l'information avec un contact visuel, avec l'arbitre actif pour lui informer que tout est bon et on peut reprendre le jeu. Maintenant, le remplacement après une faute. Après une faute, ce n'est pas la même chose comme le remplacement après une violation. Parce que lorsqu'il y a la faute, il y a quelqu'un qui va communiquer la faute à la table de marque. Ok, il va communiquer la faute à la table de marque, donc il est en contact visuel avec la table de marque, il va informer qui est le fautif, le nombre de lancers, etc. Le moyen de la relation, lorsqu'on va rapporter la faute à la table de marque. Donc après que l'arbitre ait sifflé la faute, a terminé sa communication de la faute du 10 poussé, balle à droite. Exemple là, il a terminé sa communication. Dans ce cas-là, l'arbitre qui a sifflé la faute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se placer automatiquement face à la table de marque. Ça, c'est la règle dans la mécanique de la table de marque. Donc, l'autre arbitre, le nouveau arbitre de queue, ou bien center, tout dépend, c'est lui qui va procéder en remplacement. C'est lui qui a communiqué à la table de marque la faute, le numéro de la faute, la nature de la faute et la sanction. Ce n'est pas lui de communiquer, ou plutôt de faire procéder au changement. Dès qu'il termine sa communication de la faute avec la table de marque, il va se placer face à la table de marque. Le nouveau arbitre, il se peut être que, ou bien center qui est plus près de la table de marque. Maintenant, c'est à lui d'administrer d'administrer le changement. C'est à lui d'effectuer le changement. Et c'est le même principe, il doit s'assurer que le compte est bon et d'informer l'arbitre actif pour la remise en jeu. Maintenant, la position des arbitres lors des lancers francs. Chacun sa responsabilité, chacun sa zone de responsabilité, chacun a un nombre de joueurs qui doit surveiller, qui doit gérer. Sur cette situation, l'arbitre tête, il est l'arbitre actif. C'est lui, on regarde ici, c'est lui qui va administrer les lancers francs. Il y a l'arbitre libre, c'est l'arbitre center, et l'arbitre de queue, bien sûr, il est là à sa position initiale. Dans ce cas, l'arbitre de tête, après avoir remis la balle au joueur qui va effectuer le lancer franc, sa responsabilité première, c'est les joueurs qui sont en face. Bon, il se peut que 2 ou bien 3 joueurs. Hein. OK, tout dépend des placements des équipes. Dans ce cas, pour l'éventuelle violation, il est sous sa responsabilité, c'est 2 joueurs. Il peut y avoir aussi 3. Tout dépend des placements des équipes. Maintenant, l'arbitre center, il est responsable du shooter. Toute violation faite par le shooter, 5 secondes par exemple, violation de la ligne, s'il fait une feinte de lancer franc, vous savez tous, c'est une violation. Et aussi, les joueurs qui sont en face de lui. C'est lui le responsable de la couverture lors de sa couverture principale, lors des lancers francs. Bien sûr, l'arbitre il surveille les autres joueurs qui sont à l'extérieur de la ligne de 3 points, prolongement de la ligne de lancer franc. C'est lui responsable de ces joueurs. Automatiquement, s'il peut y avoir des violations, si un joueur pénètre lors des derniers lancers francs avant que la balle touche l'anneau, c'est une violation. S'il y a un joueur qui est dans l'autre côté, il doit ajouter un coup d'œil, mais il doit toujours maintenir cette position. Maintenant, si par exemple, à l'inverse, s'il y a plusieurs joueurs qui sont de l'autre côté, l'arbitre de tête, l'arbitre de queue, il doit ajuster sa position par rapport à quoi? Par rapport à ses joueurs. Donc, il doit carrément se déplacer pour que tous les joueurs sont dans son champ visuel. Éventuellement, il se peut que des fautes, des agressions ou autre chose peuvent survenir pour siffler, pour intervenir. Alors, on imagine l'inverse. S'il est là, donc il est concentré de ce côté, donc il peut avoir des actions pas normaux ici, il ne peut pas les voir. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit ajuster sa position pour qu'il observe tous les joueurs qui sont à l'extérieur de la ligne des 3 points, au prolongement de la ligne des lancers francs. Mais, attention,
une fois que le ballon, une fois que le ballon est mis à la disposition du tireur lors des lancers francs par l'arbitre actif, c'est l'arbitre de tête, seul l'arbitre center, qui va répercuter le nombre de lancers francs. L'arbitre center, non pas l'arbitre de tête, qui va répercuter, c'était 1, 2, 3 lancers francs dans cette position. Celui-là, il ne va rien faire. Alors, maintenant, position, ils ont travaillé des tirs du 4e carton ou bien de la rencontre, ou bien de la prolongation. La fin de la rencontre, des cartons, ou bien de la rencontre, ou bien des prolongations. Même la fin de la rencontre, maintenant, qui sera responsable des tirs? Et surtout, qui est responsable du chronomètre. Éventuellement, pour juger ce que la balle a quitté la main du joueur avant ou après. Et bien sûr, les panneaux qui sont équipés de signal lumineux, il est prioritaire le signal lumineux par rapport au son, parce qu'on dit que la lumière elle est plus rapide sur le sens assez physique. Dans ce cas, si elle est équipée, dans ce cas, on va faire attention à ça. Si elle n'est pas équipée, bien sûr, c'est le signal sonore, mais dans ce cas, qui est responsable de cette situation lorsqu'il y a un tir qui est tenté vers la fin de la rencontre ou bien la fin des cartons? Alors, maintenant, on suppose que le tir est du côté opposé. La même chose du côté opposé de la table de marque. Le tir, il est venu de ce côté, automatiquement. Ici, c'est l'arbitre de queue qui est responsable de l'action de shoot. Alors, l'arbitre de queue ou de centre, tout dépend de la situation. Côté table est responsable principal du chronomètre. Non, c'est celui-là. Voilà. Regardez le tableau de ce cas. Ce chronomètre qui est responsable du chronomètre, c'est l'arbitre central qui est côté table de marque. Tout simplement parce que l'action de shoot, elle se déroule face ou là, côté opposé de la table de marque. Donc, c'est parce que pourquoi cet arbitre, principalement, il est concentré par le shoot. Il prend la couverture de la gestion de l'action du shoot. Donc, qui est responsable de l'action du chronomètre? Bien sûr, c'est l'arbitre qui est prêt à la table de marque. Pour ce cas, l'arbitre central, que tout dépend de là, couvre l'action du côté opposé, mais quand même, il a une responsabilité secondaire. Du chronomètre de tir, il peut aider son collègue pour la prise de décision. Mais la priorité principale dans cette situation, lorsque le shoot ou bien le tir est tiré au côté opposé de la table de marque, l'arbitre qui est près de la table de marque, que ce soit l'arbitre de queue ou l'arbitre center, c'est lui qui est le premier responsable du chronomètre. Mais rien n'empêche que l'autre arbitre qui est près de l'action de shoot, qui suit son action de shoot, s'il a l'information, il peut toujours aider son collègue. Et ça, c'est le travail teamwork, c'est le travail d'équipe. Maintenant, si le tir est venu du côté de la table de marque, c'est-à-dire que le tir, regardez le tableau, il est venu du côté de la table de marque, sur cette situation, il est venu du weak side, là où il y a l'arbitre center. Qui est responsable exactement du chronomètre? Bien sûr, c'est l'arbitre qui est opposé de la table de marque. Dans cette situation, regardez la photo, l'image avec moi. Dans ce cas, qui est responsable? Bien sûr, c'est l'arbitre qui est le premier responsable, sa propre responsabilité principale, c'est le chronomètre du jeu. Pourquoi? C'est comme la séquence d'avant, c'est que cet arbitre center dans cette situation, il est concentré, il a pris en charge l'action de shoot, mais rien n'empêche, s'il a une information, il y a l'entraide, il peut aider, mais ça peut pas, mais c'est avec le chronomètre et c'est sa responsabilité secondaire. Voilà les jeunes, merci à vous, comme ça, merci beaucoup. Donc, priorité, la place, questions-réponses. J'espère que j'étais bref et bien précis. Donc, si vous avez des questions bien des points, des choses que je vais refaire. Et aussi, celui qui a encore d'autres, comment dirais-je, même s'il y a quelqu'un qui veut ajouter un plus, les gens, moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas parlé des rotations, on n'a pas parlé des transitions, tout ce qui s'ensuit. Ça va être des sujets à venir, parce que sinon ça va être un sujet qui est très bon. Et aussi, comme entre parenthèses, il l'a fait dernièrement, je suis à notre ami Abakir. Dans ce cas, aussi, je tiens à remercier notre ami, comme d'habitude, notre ami aussi membre de la commission, M. Sfian Youssef, malgré qu'il est en Tunisie. Il est toujours avec nous, donc il sacrifie un peu de son temps en Tunisie avec ses collègues arbitres.
bien sûr, peut-être pour discuter sur les matchs ou là. Il est avec nous, donc je lui dis merci beaucoup, Soufiane Atek Saha, pour cette aide précieuse. Donc voilà, vous, la parole des gens. Donc s'il y a des gens qui peuvent, s'il y a des intervenants, allez-y les gens, on est là. N'hésitez pas les jeunes. سفيان نعطيك الكلمه قبل ما نبدا، احكي لنا شويه على التحكيم تاعك، كيفاش راهي الحال عندكم في تونس؟ السلام نورنا عليكم. شويه. الحمد لله كامل، الحمد لله. صافا سا سباس بيان. مليح، سا سباس بيان الحمد لله. الحمد لله وصلي بالتوفيق تو ان شاء الله. الموند بصل. عليكم السلام. جماعه تفضلوا. عبد الحميد تفضل. Merci Sofiane. Merci aussi pour la qualité de ta prestation la Tunisie à Texaha. J'espère que tu es l'exemple de nos jeunes arbitres. Moi, j'aurais souhaité, Hadji, que les jeunes arbitres interviennent parce que, bon, on a été sur le terrain à un moment donné. On n'avait pas la chance d'avoir tous ces cours, toutes ces explications qui sont claires, nettes et précises. Il y a des protocoles précis qu'il faut appliquer parce que في وقتنا كما يقول الاخر كنا هذا يعفس على هذا. انت راك arbitre de tête, l'arbitre de queue, il se permet de siffler dans ta zone. Bon, l'entraide مليحه كما كنت تقول quand il n'y a pas une visibilité ولا حاجه. l'entraide مليحه mais avec le coup d'œil, même pas يعني avec vous orientez votre collègue ماشي vous sifflez à sa place. Et ça parce que ça crée une mauvaise ambiance entre les joueurs, les entraîneurs, etc. يقول لك كيفاش شفت l'action, تراك بعيد, c'est pas de ta responsabilité, etc. Donc il faut éviter ces situations. La meilleure façon de faire, c'est les responsabilités au niveau des zones. C'est ce que je voudrais conseiller les jeunes arbitres. C'est les responsabilités des zones et rester très concentré. Rester concentré pour pouvoir siffler correctement dans sa zone. Sinon, c'est le regard entre les arbitres. Si j'ai un doute ou c'est le contact visuel. Voilà, Hadji, Atek Saha, pour la qualité de ta prestation. Merci. C'est juste ce que dit Hamid, c'est-à-dire que actuellement, nos jeunes, ils ont tous les moyens de progresser, d'aller vers l'avant. Comme il a bien dit Hamid aussi, c'est la responsabilité des zones. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si chacun prend bien en charge sa responsabilité, sa couverture de sa zone, on n'a pas besoin de couverture secondaire. Ce n'est pas possible parce que chacun maîtrise son sujet. Mais je l'ai dit, si éventuellement il y a une aide, c'est-à-dire que la secondaire coverage, la seconde couverture, là, les jeunes, je peux intervenir, mais si c'est nécessaire, premièrement, que je dois intervenir, je vais aider mon collègue, et surtout, si je suis à 100% de ma décision. Si je ne suis pas à 100%, si j'ai un doute, il faut s'abstenir. Il y a un de tes collègues qui est sur place, qui est dans sa zone, c'est à lui de siffler. OK. Mais si je suis dans un doute, il se peut que je siffle un sifflet émotionnel, un sifflet, ce qu'on appelle, je devine, il y a une faute, là, ce n'est pas logique. OK. Mais le plus important, chacun travaille, comme on l'a bien dit, Hamid, dans sa zone. Chacun doit rester concentré dans sa zone. Et Inch'Allah, toute la rencontre va se dérouler dans les règles du jeu. Donc, pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est les positions de base, c'est des positions standards. On n'a pas parlé d'attention des rotations, des transitions, parce que les rotations, les transitions, il y a des mouvements. Mais dès que j'apprends d'abord, initialement, quelle est ma position principale, quelle est ma position de départ, à travers ma position-là, je peux faire les rotations, je peux faire les transitions. Si j'assimile pas bien dès le départ, quelle est ma position principale, dans ce cas, au niveau des transitions, au niveau aussi des rotations, il va y avoir confusion, il va y avoir des piétinements entre les arbitres. Merci Hamid. Monsieur Boufnik, vous êtes là apparemment. J'espère le micro تاعك مخدوم. تفضل Monsieur Boufnik. Il n'y a pas de quoi, Hadji. صحيح بارك الله فيك. Monsieur Boufnik, à vous la parole. يخدمنا الميكرو تاعك.
Monsieur Boufnik, on aimerait bien vous entendre aujourd'hui. Active le micro, Mohamed. Kamalim main levée, Abdou. عبدو تفضل عبدو تفضل سي عبدو لك الكلمة أبو لا بارون سي عبدو Bonsoir, salam alaikum. عليكم السلام Salam alaikum. وعليكم Je السلام m'appelle ورحمة الله وبركاته. Abdullah Sek. Je suis. Ok, que vous m'entendez. Je m'appelle On vous Abdullah entend très mal. Sek. Je dis, Oui, je suis désolé. Je m'appelle Abdullah Sek. Je dis, ça se coupe pas. On n'entend pas toute la totalité de votre intervention, Monsieur Abdullah. On vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous. Allez-y, allô, vous parlez. m'entendez? Oui, on vous Je entend. dis, bonsoir. Je m'appelle Abdullah Sek. Bonsoir. Je suis jeune arbitre sénégalais. Je vous remercie pour votre travail très remarquable. J'ai une question ou deux choses comme ça. Alors, Pardon, ça on s'est coupé. dit que Vous êtes à Abidjan d'où? Parce que ça s'est coupé. On n'a pas entendu toute votre intervention. Je m'excuse. jeune arbitre sénégalais. Ah, d'accord. Maintenant, Jeune arbitre sénégalais. OK. Maintenant, nos amis du Sénégal, on vous souhaite la bienvenue. Allez-y, M. Abdou. Ok, merci. J'ai une question. On Ouais, dit que allez-y. pour prendre une bonne décision, il faut toujours garder un open angle avec 45 degrés et une distance appropriée au jeu. Étant donné que la position de base de l'arbitre de centre se situe au prolongement de la ligne de lancer franc, avec donc un angle de 90, et en effet, s'il y a un match-up devant lui, est-ce qu'il changera de position pour avoir un open angle avec 45 degrés afin de mieux couvrir l'action? Oui, c'est-à-dire que maintenant vous dites bien. Principalement, sa position, elle est face au terrain. OK. Mais si nécessaire, s'il y a un match-up qui est près de lui, s'il doit ajuster sa position, il peut l'ajuster à 45 degrés. Ça ne pose pas de problème. Mais initialement, sa position, elle est toujours face au terrain. OK. C'est-à-dire que la position principale de base dès le départ, elle est comme ça. Mais si c'est nécessaire, même lui, il doit chercher un bon angle lorsqu'il y a un match-up qui est près de lui. Il doit s'ajuster, comme on l'a dit tout à l'heure. Lui aussi, il a ce qu'on appelle cross-step de la beat center. S'il y a ici un match-up qui part du côté gauche, donc lui aussi va partir du côté droit et il va voir un open angle de façon de bien juger l'action. Si le match-up part du côté droit, il aussi doit partir du côté gauche pour aussi avoir un bon angle et un champ de vision très large pour juger l'action. Voilà, M. Abdullah. Allô? Ok. J'espère que vous m'avez attendu, M. Abdullah. Je peux encore parler. Je peux encore poser une deuxième question. Bien sûr, allez-y. Je peux encore poser une deuxième question. Bien sûr, allez-y, allez-y. Ok. Est-ce qu'en aucun cas, l'arbitre de centre peut initier la rotation? Je me suis basé sur la situation que vous avez évoquée concernant le match-up weak side à proximité de la ligne médiane. La question revient à savoir. C'est-à-dire qu'initialement, Okay. c'est bon pour votre question, mais je m'excuse, vous n'avez pas terminé la parole. Je m'excuse de vous avoir coupé. Ouais. C'est bon, Abdou? Oui, Abdou, allez-y. c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire qu'initialement, on sait que c'est celui qui est principalement le chef d'orchestre, entre parenthèses, on l'appelle lead, c'est lui qui guide ses camarades, c'est bien sûr l'arbitre de tête. C'est lui qui entame les rotations, c'est à lui de choisir le bon moment, le bon timing. Il doit chercher éventuellement le bon moment et l'occasion de faire une rotation, mais il y a des cas qui sont vraiment rares, que c'est l'exception qui fait la règle. Aussi, le center peut provoquer la rotation. Je dis bien peut provoquer la rotation. OK.
mais le principalement, c'est lui c'est-à-dire qui s'occupe de la rotation, comme on l'a dit d'abord, c'est l'arbitre de tête. Mais il y a des moments, comme on l'a dit par exemple, lorsqu'on a expliqué celle de la trappe, là, il se peut aussi avec son déplacement, on en a jusqu'à la ligne médiane. Là aussi, ça peut enclencher une rotation, mais il faut se mettre dans la tête que l'animateur principal ou bien l'arbitre principal qui entame ou qui exerce, qui fait les rotations, c'est bien sûr l'arbitre de tête, mais indirectement, si ça c'est l'exception qui fait la règle, aussi l'arbitre de centre, avec son mouvement, il peut provoquer une rotation. Et ça, c'est à l'arbitre de tête de bouger, attention. Si l'arbitre de tête ne bouge pas, l'arbitre de queue ne va pas provoquer la rotation. Quelque part, on peut dire que selon l'aval de l'arbitre de tête. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Donc, s'il n'y a rien dans ce cas, je vous libère. Moi, Boufnik, donc il ne peut pas parler Boufnik. Boufnik, اكتب في الشات ولا ما تعطيش تهضر. Bon, apparemment, donc s'il n'y a pas d'autres questions, les jeunes, donc je vous dis merci. Donc la semaine prochaine, on n'aura rien, dire un break, ok, parce qu'on est occupé, on a beaucoup de travail le week-end prochain, on a des réunions, etc. Donc on n'est pas là. Merci Hamid Arbistrak. Dans ce cas, je vous donne le rendez-vous l'autre semaine, Inch'Allah. Donc avant de quitter, donc, je remercie tout le monde d'avoir assisté à notre conférence aujourd'hui. Et principalement, je remercie Sfien Youssef, comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il est loin de l'Algérie, il est là pour le travail. Je te remercie Sfien et je te dis bon courage, Inch'Allah, pour la suite de la compétition. Comme il dit Hamid, c'est un honneur pour notre sifflet algérien. Inch'Allah, Betawfiq, et à la prochaine les jeunes. Et je vous dis salam alaikum. Donc l'autre semaine, c'est le vendredi prochain, on prend Berka Jma'a, on est vraiment occupé. Jma'a, salam alaikum et merci. Et merci Abdou, merci à tout le monde, à nos invités et à la prochaine dans 15 jours, Inch'Allah.